Les chroniques de Pousseux, tome 1. On pousse pas. Chapitre Centre de cure. Page d'avertissement. Je suis un alcoolique polytoxicomane. Mais heureusement pour moi, j'ai réussi à mettre un frein à la plupart de mes addictions. Je n'ai plus utilisé de cocaïne, mescaline ou LSD depuis 1990. Mais il ne faut pas que j'aie de cocaïne autour ou auprès de moi. Elle me rend très nerveux. Je dois quitter son environnement et ceux qui l'utilisent immédiatement. La peur incontrôlable d'une rechute m'assaille automatiquement. À l'intérieur de 5 minutes, j'ai disparu de sa présence visuelle ou olfactive. Peu importe où je suis, je m'arrange pour crisser mon camp de là. Je fume un ou quelques joints de pot ou de hashish à l'occasion. Mais je peux m'en passer pendant très longtemps, cette substance ne régit pas ma vie. Et peut-être un petit trip de champignons magiques une fois par an ou aux 2 ans. Mais aucun depuis les 4 dernières années. Je n'ai jamais essayé aucune opiacée ou ses dérivés, et je ne suis pas attiré par les pilules. J'ai le bonheur de ne pas avoir à consommer, pour mon bien-être médical, de médicaments. J'ai déjà eu à prendre des anti-inflammatoires pour mon genou droit, mais leur effet secondaire me rendait pratiquement fou et dépressif. Alors, pas besoin de rajouter des antidépresseurs par-dessus. Tant qu'au crack et autres, j'en vois les affres presque partout où je vais. Je n'en suis pas attiré du tout. Ma dernière goutte de tout alcool en date fut en août 2008. J'avais presque complètement arrêté en 90, mais les quelques fois que j'en ai repris, je n'avais pas de contrôle. Alors pourquoi continuer? Je n'ai compris réellement mon problème que pendant ma cure AA, alcoolique anonyme, fermée à Tampico au Mexique. S'ajoutant à cette cure, un autre dans la ville de Mexico avant Tampico, 2 cures avec l'église Bethel en Espagne et une à Emmaüs Suisse. En anglais, on dit « Once an addict, always an addict ». En français, « addict un jour, addict toujours ». Ma prochaine addiction à me débarrasser, c'est la maudite cigarette. Chapitre Centre de cure, mars 2006, ville de Mexico, Mexique. Pendant mon séjour au Mexique de novembre 2005 à mai 2006, j'ai fumé un peu de pot, mais rien de trop grave, tant à la boisson qu'une fois. Je fus introduit à ce centre de cure chrétien d'une drôle de façon. J'étais sur la rue à Mexico, je savais que le dimanche, à l'intérieur d'une cour clôturée d'une église le dimanche, il y avait de la nourriture gratuite. Donc, un beau dimanche, j'y suis allé. Mais semble-t-il que c'était genre privé. Alors j'allais dans un parc pas loin m'asseoir sur un banc fumant une cigarette oubliée. Quelques hommes qui m'avaient spoté près de l'église, moi je me promenais, il y avait des gars qui me regardaient, me reconnaissant, l'âme en peine que j'étais, m'approchèrent et me parlèrent un peu. Mon espagnol étant loin d'être parfait, mais ils réussirent à me faire comprendre que si je voulais un endroit où je pouvais manger tous les jours et avoir un lit, de les suivre. Ce que je fis. On est allé parler à quelqu'un à la cour intérieure de l'église et nous prîmes le métro pour près d'1 heure. C'est de la gang, on dit « let's go ». Je fus accueilli dans une maison et quelqu'un parlant assez bien en anglais, mais m'en expliqua son fonctionnement et ses règles. Pas trop dur. Aucun juron, aucune drogue, ni alcool et aucune cigarette. Ce centre était à caractère chrétien, mais je ne me rappelle pas de quelle dénomination. Je ne sais pas quelle gang c'était. Tout était gratuit, mais nous devions avoir une participation active à la vie et maintenance quotidienne de la maison. Une des règles pour ne pas que quelqu'un reste là juste pour rester là comme un pacha était celle-ci. Après 3 semaines, tu devais te trouver du travail à l'extérieur du centre, mais tu devais aussi revenir à tous les soirs pour souper et y dormir. Et si possible, peut-être de donner un peu de tes gains pour le centre. Au fil des jours, ma participation devint plus active et on me confia de plus amples corvées ou plutôt responsabilités. Après une dizaine de jours, on m'envoyait au petit magasin dépanneur chercher soit les bouteilles d'eau potable de 20 litres ou des bonbonnes à gaz pour cuisiner ou autre chose. Malheur, il y avait des mégots de cigarettes partout sur la rue ou les trottoirs, m'obsédant l'esprit. C'est n'importe où.
Tu sors dehors, puis il y a des botches partout. Je fantasmais d'en fumer un, en cachette. Tu sais, pogner un botch, un mégot, là, puis je mets une puff. Là. Mais je ne l'ai pas fait. En entrant à l'intérieur du centre, quelqu'un aurait sûrement réussi à en renifler l'odeur. Tu viens de fumer une cigarette, ça sent. Tous les jours, la même chose. Une confrontation quotidienne de mon démon. La cigarette. Durant mon trajet au dépanneur, je résistais. J'allais, tous les jours, ah, le dépanneur, tabarnak, ça. J'en suis venu à redouter mes sorties journalières. Je me suis fait un chumé qui parlait bien anglais et qui travaillait. Le dimanche, nous allions tous à la même église qu'au début. Je ne comprenais pas grand-chose, mais c'était une sortie. Fait qu'après la messe, on est allé manger dans la cour clôturée. Mon chummy m'a invité à faire une petite marche autour. 2-3 rues plus loin, nous nous sommes arrêtés à un dépanneur, puis il a acheté quelques cigarettes, que nous avons fumées drette là. Pendant que nous fumions, on s'est parlé un peu plus ouvertement que l'on ne pouvait, on se parlait un petit peu plus ouvertement que l'on ne pouvait le faire au centre ou autour des autres. Ça veut dire, quand je lui ai dit que dans une semaine, que je devais quitter, que je devrais me trouver du travail et que je ne savais pas vraiment comment j'étais pour faire, et surtout, si je faisais de l'argent, si l'idée de prendre les ailes du centre ne me prendrait pas, il commença à m'expliquer un peu plus en détail certains des comportements de ceux qui travaillaient dans la journée et revenaient au centre le soir. La plupart travaillaient pour du cash, ben les petits jobs à pourboire. Durant la journée, ils se payaient un peu de ce que leur addiction requérait et revenaient au centre le soir pratiquement sobres de peu importe quoi, comme si de rien n'était. Je doutais un peu de ces dires, mais je gardais mes yeux ouverts et aussi mes oreilles pendant la semaine suivante. Je m'aperçus, durant la semaine, du petit jeu de quelques-uns. Mais la plupart arrivaient le soir avec un peu de bouffe ou des nécessités pour le centre et des fois remettaient un peu d'argent aux doyens, infirmes et semi-aveugles pour le centre aussi. Donc, quel était le vrai jeu? Tu sais, après un bout de temps, mais ils savent bien. J'accomplissais toutes les tâches que l'on me donnait avec brio. Certaines instances du centre commencèrent à formuler des plans futurs pour moi à l'intérieur de l'organisation à mon insu. Le dimanche de la troisième semaine, même scénario que la semaine précédente, on va à la messe, manger dans la cour et petite balade à quelques rues avec mon chumé. Bien sûr, on a fumé une couple de cigarettes. Une fois revenu au centre, mon chumé et moi fûmes confrontés par l'Inquisition. Ils attendaient d'autres. Il y a quelqu'un de l'église qui, par pur hasard, circulait dans la même rue de notre dépanneur et nous avait vus fumer. Busté, asti. Je crois que l'on nous avait tout simplement espionnés. Il y a quelqu'un qui nous a vus aller et il dit on va checker ce qu'ils font. Que dois-je faire? Au matin, je leur dis que je voulais quitter le centre aujourd'hui. En après-midi, avec regret, 3 gars me raccompagnèrent en métro à la dernière station. Au nord de Mexico, d'où j'aurais pris le pouce vers la frontière américaine. On m'en allait, tranquillement. Chapitre centre de cure, Tampico, Mexique, avril-mai 2006. J'arrivais à Tampico dans l'après-midi, l'idée de prendre une bière ou une tequila me démangeait depuis quelques jours. Vu que pour un alcoolique, une bière seulement n'existe pas, je résistais, mais ma résistance s'affaiblissait. Ça a commencé à branler dans les manches. En début de soirée, me promenant dans cette ville inconnue, j'aperçus au bas d'un immeuble des fenêtres aveuglées par des papiers journal, et le sigle des alcooliques anonymes sur le cadre de la porte. J'entrai. Je m'assis à l'arrière, j'ai fumé une cigarette, pris un café et j'écoutais. À la fin de la rencontre, je sortis à l'extérieur avec tout le monde, je quittai une cigarette et la fuma pensivement. Un homme vint me voir, s'informa un peu et me fit comprendre que si j'étais intéressé, qu'il y avait un autre centre de AA, je le suivis. Arrivé à la porte grillagée du centre, il me dit d'attendre là. Il entra à l'intérieur, parla à quelqu'un, le quelqu'un ressortit avec lui. Ils firent sûr que je comprenais que c'était un centre cerrado, fermé. Donc, une fois entré, je ne pouvais en ressortir qu'une fois ma cure terminée. J'acceptai.
Avant d'entrer, j'entendis celui qui était sorti du centre questionner celui qui m'avait apporté à propos d'un certain montant d'argent, je pense 40 pesos, je crois. Je leur ai dit tout de suite que je n'avais pas d'argent. Mon guide déclara qu'il était pour s'en occuper. Nous entrâmes ensemble, je remplis quelques papiers, on s'informa quelles étaient mes addictions, je leur dis et leur fis comprendre que j'avais fumé seulement que quelques joints. Il y avait plus d'un mois, une shot de tequila au moins 2 mois, mais que depuis quelques jours, je voulais boire. C'est ça mon problème. J'avais envie de virer une gauche, je pense. Pas de problème. On m'apporta dans une petite chambre avec quelques lits superposés et on me dit de me coucher là. Il y avait un jeune sur une chaise qui me parlait en me surveillant. C'était la chambre de dégrisage. Après une demi-heure, on m'apporta du thé et quelque chose à manger. J'ai dormi un peu, me réveilla, mangé encore un peu, parlant un petit peu. Tout juste après 23 heures, une file d'une soixantaine d'hommes et d'adolescents de tout âge passèrent devant moi en me posant toutes sortes de questions. Tout de suite après, la même file repassa devant en posant les questions et disparut pour la nuit. Au matin, je me réveillai reposé. Entre 8 et 9 heures, on m'apporta dans la salle principale. Tous ceux qui avaient passé devant moi la soirée d'avant étaient assis dans la salle, sur des chaises pliantes. Si mes souvenirs sont bons, il y avait 7-8 rangées avec une dizaine par rangée. Je peux me tromper un petit peu, mais c'est après la bout là. On m'avait réservé la première chaise de la première rangée à l'avant. Bien sûr, tout se déroulait en espagnol. T'as le temps de penser à bien des choses quand tu ne comprends presque rien de ce qui est dit. Tu as le temps de réfléchir. Au fil des jours, je m'habituais à mon environnement, les autres toxicos, les règles, les horaires et mon espagnol s'amélioraient rapidement. Tu dois écouter, parler et lire du livre des AA en espagnol. Après 2 semaines, je commençais à vraiment comprendre ce qu'il était dit. Moi, au début, je pensais que c'était des choses, mais c'est pas un jour bandit ici. Le plus jeune devait avoir 14-15 ans et le plus vieux dans les 70 ans. Je voyais la transformation dans ceux qui arrivaient la première journée toutes fuckées. Et quelques jours plus tard ou semaines plus tard. Certains arrivant incapables de dire 2 mots en ligne ou de lire quoi que ce soit. Et après quelques jours ou semaines, ils parlaient normalement et pouvaient lire sans problème. Bien sûr, une certaine camaraderie s'installe. Nous étions tous dans le même bateau, ou presque. Tu penses des fois que tu as des problèmes, il y en a qui ont des plus gros que toi. À 6h moins 10 le matin, tout le monde debout. En 10 minutes, tout le monde avait pris leur douche très froide et passé sur le trône. C'est le bol de toilette là. Au WC, si besoin. À 6 a.m., la première junta, c'est une réunion de période, dans la salle. On n'était pas dans la Watt, ça c'est sûr, ça, on n'était pas dans la Watt, mais je crois que si tu fais une cure un peu trop dorlotée, tu ne comprendras pas. Pendant les périodes, excepté la première, il y avait toujours des paquets de cigarettes qui arrivaient, et pendant la période, elles étaient distribuées à tous, une à la fois. La première journée, je n'en croyais pas mes yeux. Tous les jours, à chaque junta, ces délices cancérigènes étaient grandement attendus et appréciés. Hey, tabarouette, un autre commence, c'est qu'une cigarette qui s'en vient, c'est. Officiellement, le seul qui avait un briquet sur lui, en évidence, accroché à son cou, était le tercero, celui en charge de la cuisine, pour allumer les cuisinières à gaz. C'est pour allumer le poêle à gaz. Certaines journées semblaient être plus dures que d'autres, dépendamment des témoignages de certains plus poignants. Je me disais que je n'avais vraiment pas grand problème à comparer à d'autres. Nous faisions tout à la main, cuisine, lessive et j'en passe. Une certaine soirée, junta spéciale, avec quelques-uns qui avaient fait le programme à ce centre, ou peut-être un invité d'un autre centre, d'une autre ville. Changement de responsable pour les tâches principales. Les tâches principales. Premier, en charge des horaires et du bon fonctionnement, en plus d'être le possesseur de toutes les clés du centre. Il y a toutes les clés. Second,
appuyait le primero dans ses tâches et autres. Tercero, troisième, s'occupait de la cuisine et des repas. Quarto, quatrième, en charge du quartier pour dormir et sa discipline. Si j'ai fait quelques erreurs, veuillez m'en excuser. Ça se peut que j'ai oublié des bouts, là. En tout cas. Le dimanche, le jour des visites, pour ceux qui avaient le droit. La famille ou amis venaient dans la cour extérieure, mais à l'intérieur des enceintes. Ils apportaient toutes sortes de choses, surtout de la bouffe, dont l'excédent était partagé avec tous ceux en cure party time. Moi, je crois... D'un coup, moi, je sais pas ce qui se passe, là, la première fois. Là, d'un coup, ça... Ah, ils nous appellent, on sort des choses de télévision, on s'en va dans la salle principale, le genre de on mange. Là, des restants, là, le monde se garoche, mange des restants, on rentre dans la salle, c'est une allo qui arrive, le temps que le souper arrive, c'est pas fait. Fait cocasse. J'avais compris à ma première semaine que le 22 avril était le 10e anniversaire du centre et qu'il aurait une grosse fiesta quelque part ailleurs. Je savais qu'il y avait une grosse fiesta, je savais pas où. Le 22 avril, c'est aussi mon anniversaire. J'aurais mes 44 ans. Une vingtaine de ceux présentement en cure seraient choisis pour y assister à la fiesta. J'espérais bien sûr être choisi. Mais cela ne fut pas le cas. Quand le chat est parti, les souris dansent. Quand les chats sont partis, les souris dansent encore plus. La soirée de la dite fiesta, vers les 22 heures, quelqu'un a surveillé le primero tombé endormi à son bureau. Nous écoutions la télévision dans la grande salle. Quelqu'un a mis une chaise contre la poignée de la porte. 3 gars ont réussi à arracher les barreaux de la fenêtre, parce qu'il y avait des barreaux dans la fenêtre, et plus d'une vingtaine ont pris de large. Le restant de nous, les avons regardés partir et on réveilla le primero une demi-heure plus tard. Comme il en a dit, ouais, les gars sortis par la vite. Le lendemain, en attendant un petit bout, on a été réveillé le primero. Là. Le lendemain, le primero a perdu sa job. C'est bon, elle a perdu vite aussi. On me demanda pourquoi, moi, je ne m'étais pas sauvé. Je leur répondis que j'avais entré dans le centre de façon volontaire et non apporté par ma famille ou la police. C'est William. Ma 5e semaine, je fus le tercero assistente, l'assistant du 3e. Le tercero n'avait aucune expérience en cuisine ou en restauration, mais moi, oui. Très beau trip. Je m'occupais de tout en cuisine. Je demandais à partir à la fin de ma 6e semaine. Habituellement, c'est 12 semaines, mais j'étais prêt et il le croyait aussi. Le 5e dimanche, j'eus le privilège et l'honneur d'accueillir les visiteurs. Ma 6e semaine fut mon desfuegue, quelque chose comme ça. Cela se passe la nuit de 11 p.m. à 6 heures, donc quand les autres dorment, dans la salle principale, avec quelques autres se préparant à sortir du centre. Là, tu sors de toi la grosse merde. Quand tu parles au pupitre, là. Mon padrino, le parrain, Alfonso et 3 autres m'apportèrent à la gare d'autobus. Il paya mon billet pour Matamoros et me donna 150 autres pesos. À Matamoros, je me demandais, j'arrive à Matamoros, c'est fini là. On sort du Mexique. À Matamoros, je me